Vous faites bien de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Quelles alternatives pour l'opposition togolaise? C'est le sujet du jour. Et nous en parlons avec Antoine Folly, homme politique togolais. Il est le délégué général de l'Union des démocrates socialistes UDS Togo. Monsieur Folly, merci de rester avec nous. Tout le plaisir est pour moi. C'est moi qui vous remercie. Et en fin de première partie, vous aviez fini de dresser le bilan des problèmes de l'opposition, le diagnostic. Vous avez fait un diagnostic sans complaisance. Ça va mal. Selon vous, vous vous êtes trompé d'objectif durant 3 décennies environ. Mais la grande question pour démarrer cette seconde partie, que faire après ce constat, ce diagnostic? Non, absolument. C'est que un diagnostic bien fait est déjà voilà, un début de solution. Le problème. Non, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, il y a 2 choses qu'il faut, sur lesquelles nous devons travailler à faire prendre conscience à toute l'opposition, pas seulement aux leaders, mais aussi à nos militants. C'est que, contrairement à ce que certains peuvent penser, aucun parti politique aujourd'hui au Togo n'est capable de gagner seul ce combat pour la démocratie. Nous nous sommes émiettés, nous nous sommes affaiblis et nous sommes arrivés à une situation où, contrairement au début des années 90, aujourd'hui, aucun parti, aucun, il y a une centaine de partis d'opposition, mais aucun n'est capable aujourd'hui de dire, moi, tout seul, je peux gagner la bataille de la démocratie face à un régime qui dure depuis plus d'un demi-siècle et qui a beaucoup de moyens et qui a tous les leviers, qui contrôle toutes les institutions. Aujourd'hui, la seule façon pour nous de redorer notre blason et de redonner un sens à notre combat, c'est l'unicité d'action de l'opposition. Ça, c'est quelque chose d'incontournable. Et dans le passé, c'est chaque fois que nous avons été unis, que nous avons été forts. Que ce soit au moment du Code 2, au moment de la CFD en 2005, la coalition des forces démocratiques en 2005, où nous nous sommes réunis autour de la candidature de Boba Kitani, au niveau de la C14, tout récemment. Bien avant, il y a eu le collectif Second. Voilà, le CST. Voilà, le CAP 2015, Arc-en-Ciel. Chaque fois que nous avons été unis tous, nous avons été forts. FORTS, pour ne pas semer d'amalgame. Donc chaque fois que nous avons été unis dans une perspective d'unicité d'action, nous avons été forts face au régime. Mais chaque fois que nous avons été dispersés, nous avons été laminés. Tout seuls, individuellement, nous sommes tous comme des chefs de M. Seguin face à ce régime. Quand arrivera le petit matin, eh bien, on sera tous mangés. Bon, donc, mais si nous sommes unis, nous serons plus forts. Et je disais tout à l'heure que l'unicité d'action ne doit pas être juste un slogan. L'unicité d'action, ça doit se faire autour d'un vrai projet politique. Voilà. Quel est le projet politique que nous voulons pour ce pays en matière de démocratie, en matière de développement économique et social, en matière de développement culturel, en matière de rayonnement de notre pays à l'international, en matière de cohésion nationale, de réconciliation des Togolais entre eux. Aujourd'hui, beaucoup de Togolais ne sont plus fiers d'être Togolais. L'ambition de tous nos jeunes aujourd'hui, c'est de quitter le pays. L'ambition de nos jeunes sœurs, de nos filles, c'est de trouver un gros taux à l'étranger, blanc, et puis qui pourrait les aider à sortir du pays. Bon, avec toutes les conséquences que l'on sait. Donc, quel est le projet politique que nous proposons aux Togolais pour leur redonner confiance dans l'avenir de leur pays? Quel est le projet politique que nous pouvons mettre en œuvre
pour réconcilier les Togolais avec eux-mêmes, avec leur histoire et avec leur pays. Faire en sorte que les Togolais aient à nouveau confiance en leur pays. Voilà. Les téléspectateurs peuvent dès à présent participer à notre plateau en posant des questions par WhatsApp au 96 46 10 31. 96 46 10 31, procédé de l'indicatif du Togo 228. Donc 228 96 46 10 31. Vous avez le numéro affiché à l'écran. Et cela me permet d'ailleurs de prendre une première question d'un téléspectateur de Cara, 91 62 16, 91 62 16. Que nous dit-il? Il vous dit bonjour. Si l'opposition togolaise refuse d'admettre une sorte d'égoïsme, de faire de réelles autocritique profonde afin d'asseoir une opposition sérieuse et démocratique, elle sera toujours en lambeaux. Comme elle l'est actuellement, elle ne pourra jamais faire le poids devant le régime au pouvoir, quels que soient les qualificatifs attribués à ce pouvoir. Non, mais il a tout à fait raison. Je ne dis pas autre chose. Donc, je disais tout à l'heure que l'opposition doit s'unir dans le cadre d'une action unitaire. Il ne s'agit pas de faire un parti unique de l'opposition, mais de nous mettre ensemble dans le cadre d'une action unitaire autour d'un vrai projet politique. Mais est-ce que cela nécessite de dissoudre non, les partis politiques pas du tout, ou d'aller à un regroupement formule C14? Non, mais peu importe, mais on n'a pas besoin de dissoudre les partis politiques. Moi, si il y avait un projet aujourd'hui où on dit, bon, voilà, tous les partis d'opposition fusionnent pour faire un grand parti politique, nous, ça ne nous dérangerait pas. Mais nous savons que cette étape-là, parce que nous-mêmes, nous avons créé des chapelles, nous avons fait du clientélisme, ce n'est pas sûr que les militants de tel parti acceptent la dissolution du parti au profit d'un autre parti, au profit d'un ensemble. Bon, mais on peut passer par des étapes. Dans un premier temps, essayons d'avoir les mêmes objectifs, le même projet politique à proposer aux Togolais. Et ensuite, la deuxième chose, je le disais tout à l'heure, c'est la volonté politique de parvenir au pouvoir. Beaucoup de gens, beaucoup de partis font de l'opposition, mais en oubliant que la vocation d'un parti politique, c'est de parvenir au pouvoir. Et dès qu'on parle de parvenir au pouvoir, c'est un peu comme si on veut aller à la soupe, on veut faire ceci. Mais quand on n'a pas le pouvoir, on ne peut rien faire. Il faut que l'opposition parvienne au pouvoir pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir mettre en œuvre son projet politique au profit des Togolais. Et puis, ça, c'est quelque chose, c'est une étape incontournable. Aucun parti ne pourra gagner cette bataille tout seul. Nous devons changer notre fusil d'épaule et aller vers un vrai regroupement, un peu comme nous l'avons fait pour la C14. Malheureusement, la C14 s'est disloquée tout simplement pour des questions d'ego, pour des questions d'incompréhension et surtout pour des questions d'ambition personnelle. C'est des questions d'argent, parce que quand on prend les partis politiques, un diagnostic similaire a été fait au Bénin par le président Talon, qui a comparé un peu les partis politiques aux fourchettes, à une fourchette que vous prenez pour aller prendre votre part du gâteau national. C'est en ces termes qu'il a parlé. Finalement, est-ce que ce n'est pas l'argent qui vous divise? Non. L'argent que vous n'avez pas ou que vous... Non, l'argent est secondaire. Vous savez, l'argent est secondaire. Je pense que ce qui divise, c'est la conviction de chacun que c'est lui qui doit être, que tout doit s'organiser autour de lui. C'est ça qui nous divise. Chacun croit être le sauveur. Absolument. Or, il n'y a qu'un seul président de la République. Nous sommes une centaine de partis. Il n'y aura pas 100 présidents de la République, il n'y en a qu'un seul. Bon, alors, est-ce que nous préférons rester divisés et permettre aux partis que nous combattons, aux partis au pouvoir, de continuer à se perpétuer au pouvoir, ou est-ce qu'il vaut mieux que nous nous mettions ensemble dans le cadre d'une procédure qui peut être des primaires ou toute autre
procédures qui nous permettent de dégager, pour une élection présidentielle, par exemple, un candidat que toute l'opposition soutiendrait avec un cahier des charges pour nous donner les chances de battre le candidat du pouvoir. Oui, mais les bouts de couloir qui nous parviennent souvent, c'est que vous, les petits partis d'opposition, vous refusez de faire place aux grands partis d'opposition. Vous voulez revendiquer votre place aussi autour de la table. Pourquoi vous refusez de vous aligner sur les partis considérés comme grands? Non, il n'y a pas de petits partis ou de grands partis. D'ailleurs, je crois que, vous savez, la popularité en politique est quelque chose de très versatile. Vous pouvez être populaire aujourd'hui, et puis le lendemain, ou par une petite maladresse, vous pouvez vous retrouver au plus bas. Oui, certains l'ont appris à leur dépens avec évidemment, 4% de Jean-Pierre Fabre à la dernière. Non, mais moi, je ne veux pas citer de nom, mais oui, notre parcours politique, notre parcours depuis le début des années 90 est jalonné d'exemples qui doivent nous inciter à l'humilité. Non. Il y a eu les cas Goïbon, non, Kodjo, je dis que le parcours est jalonné d'exemples qui doivent nous inciter à l'humilité. Nous ne nous battons pas pour nous. Nous nous battons pour des populations dont nous voulons changer le destin, dont nous voulons changer dont nous voulons changer la vie. Donc, nos égos doivent s'effacer devant l'intérêt général. En tout cas, c'est comme ça que nous, à l'UDSO, nous l'avons compris. Maintenant que vous savez ce qu'il faut faire, comment le faire maintenant? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait une prise de conscience au niveau de chacun de nos partis. Mais il faut, ça ne montre pas les moyens. Non. De quelle façon? Non, il faut qu'il y ait déjà cette prise de conscience. Il faut que tout le monde accepte et reconnaisse que aucun parti tout seul ne peut gagner cette bataille de la démocratie. C'est important parce que, je le dis comme ça, mais il y a des partis qui croient qu'ils n'ont pas besoin des autres pour gagner la bataille de la démocratie. Donc, il faut qu'il y ait cette prise de conscience au niveau de nous-mêmes, les responsables politiques, et que nous travaillions au sein de nos partis respectifs pour faire prendre conscience à nos militants, à nos sympathisants de cette nécessité. Vous savez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a, vous savez, dans les mêmes villages, dans la même famille, vous avez deux personnes qui sont de deux partis différents. Il arrive même qu'ils ne se parlent pas. Parce que, et pourtant, sont de deux partis d'opposition. Donc, nous devons faire prendre conscience à nos propres militants, à nos sympathisants, de la nécessité que nous nous regroupions pour atteindre l'objectif de la démocratie. Ce n'est pas facile. Hein? La deuxième chose, il ne faut pas qu'en tant que parti politique, nous ayons honte de vouloir aller au pouvoir, de vouloir parvenir au pouvoir. Parce que, et ça aussi, c'est un travail de sensibilisation à faire. Parce que dès qu'on parle de conquérir le pouvoir, les gens disent « Ah, ils veulent aller chercher l'argent, ils veulent aller faire ceci. » Mais si on n'a pas le pouvoir, si on n'est pas au pouvoir, que voulez-vous qu'on fasse? Les gens nous disent « Mais vous de l'opposition, qu'est-ce que vous faites ?» Mais nous ne sommes pas au pouvoir. Demain, lorsque nous serons au pouvoir, nous pouvons dérouler, mettre en œuvre un projet politique, le projet politique pour lequel les Togolais nous auront fait confiance. Nous allons prendre la question du 90 74 34. 90 74 34. Alors, que nous dit-il? Bonjour, monsieur Antoine Folly. Merci pour le débat autour de l'opposition togolaise. Je ne voudrais pas dire que l'opposition togolaise a une folie, comme le nom de monsieur Antoine Folly. Ça ne va pas. Ayons le courage de le crier sur tous les toits. Les Togolais ne savent pas véritablement qui peut les conduire à l'alternance pour avoir tout essayé avec une opposition irresponsable et sans objectif clair. Je propose les états généraux de l'opposition conduits par un homme neutre, rassembleur, ayant l'amour pour le pays à ses assises. Chacun pourra faire la paix avec l'autre pour amorcer véritablement le combat pour l'alternance. Voilà. Il a des propositions claires. Est-ce que vous achetez?
Non, mais de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas le fait de faire conduire une assise de l'opposition par un homme neutre, non, qui est neutre encore ici au Togo aujourd'hui. Un prélat, peut-être. Le problème, c'est la volonté politique de tous les responsables politiques d'aller vers une unicité d'action et de travailler à cela. C'est d'abord ça. Vous savez, c'est un de mes amis politiques qui a l'habitude de dire que vous ne pouvez pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Donc, il faut qu'il y ait d'abord cette prise de conscience, que nous acceptions tous que c'est ensemble, dans le cadre d'un rassemblement des forces démocratiques, que nous pouvons gagner cette bataille. Apparemment, ce n'est pas pour demain, parce que désabusés par la mésaventure de la C14, certains ont même juré, j'ai entendu, qu'ils ne participeront plus jamais à une action commune de l'opposition. Oui, mais est-ce qu'ils ont... ils proposent quoi alors? Donc ça veut dire qu'ils sont convaincus que tout seuls ils vont gagner, alors qu'ils savent pertinemment que ce n'est pas possible. Voilà. C'est le... Voilà, c'est la quadrature du cercle. Voilà. Donc, non, vous savez, contrairement à ce que pensent les Togolais, il y a des partis politiques, il y a des responsables politiques qui partagent cette vision. Voilà, ça va prendre peut-être un peu de temps, mais il y a un travail de prise de conscience qui est en cours. Et cette vision est partagée, est de plus en plus partagée par un certain nombre de responsables politiques. Notre téléspectateur semble avoir la solution pour vous, le 233 57 544, 233 57 544. Alors, bonjour le plateau. Pour dire la vérité, le Togo a besoin de la naissance d'une autre opposition sérieuse. Il vous demande de dégager le plancher. Qu'est-ce qui empêche l'opposition togolaise de s'unir depuis des années? L'intérêt ou l'égoïsme? Que pensez-vous? Sans cette unité, les années à venir. Donc, on a compris, c'est Joseph Medeto qui nous écrit. Donc, il réclame la naissance d'une nouvelle classe politique de l'opposition. Oui, mais il ne suffit pas de réclamer pour que ça se fasse. Vous savez, ceux qui sont là aujourd'hui n'ont pas forcément demandé à être là. Ils ont pris sur eux de faire ce qu'ils font. Ils ont pris sur eux de se battre pour l'intérêt général. Donc, et ce que je voudrais ajouter, c'est que nous qui sommes là aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y en ait un seul parmi nous qui ait fait une déclaration ou qui ait la prétention de détenir le monopole du combat politique. Tout le monde, tous ceux qui se sentent capables, tous ceux qui se sentent concernés par le combat pour la démocratie au Togo, peuvent créer leur parti ou devenir des hommes politiques. Donc, on n'a pas le monopole. Donc, on n'interdira jamais et on n'empêchera jamais personne de se mêler du combat politique. Maintenant, d'autres l'ont fait, mais très vite, ils se rendent à l'évidence de la réalité, de la dureté du combat politique dans notre pays. Si c'était facile, d'autres l'auraient déjà fait, avant ou même après nous. Voyez. Donc, ce n'est pas aussi simple que cela. Oui. Mais ce que je constate, c'est que toutes les interventions qu'il y a eu jusqu'à présent au niveau des questions, tout le monde est d'accord pour reconnaître que c'est ensemble que nous pouvons gagner. Maintenant, je parlais tout à l'heure d'une prise de conscience au niveau des responsables politiques, mais il faut que cette prise de conscience gagne aussi nos militants et nos sympathisants, parce que, vous savez, c'est souvent comme ça. Lorsqu'on dit, on va prendre un tel pour porter le flambeau de l'opposition. Si c'est lui, alors là, moi, je préfère voter pour le candidat du pouvoir. Si c'est lui, non, jamais. Il y a ça aussi, parce que nous avons travaillé nous-mêmes à créer des chapelles, à faire du clientélisme,
De telle sorte que et nous avons passé du temps à nous dénigrer les uns les autres. Et ça fait qu'aujourd'hui, nos militants ne sont pas toujours prêts, ne sont pas sensibilisés à accepter de travailler pour un autre responsable. Ce travail-là aussi, nous devons le faire à notre propre niveau, mais aussi au niveau de ceux qui ont confiance en nous. Donc, vous sensibilisez l'opposition à avoir le goût du pouvoir. Non, pas le goût du pouvoir. À accéder au pouvoir, hein, à ne pas avoir peur à la d'exercer volonté le pouvoir. politique de parvenir au pouvoir, de conquérir le pouvoir. Un téléspectateur voudrait vous relancer là-dessus, 90 33 81, 90 33 81. J'aimerais que votre invité nous dise ce qu'il a apporté à la démocratie au cours de son passage au gouvernement. Quelle est sa part de responsabilité dans la dislocation de la C14, hein, avec l'expérience du Bénin. Je ne suis pas sûr que des responsabilités politiques, des responsables politiques accepteront de porter un leader au pouvoir et après se retrouver en exil ou en prison. C'est ça qui nous écrit de ce côté. Alors donc il dit qu'est-ce que vous avez pu apporter à la démocratie en participant à l'équipe gouvernementale. Non, mais non. Moi, je suis allé au gouvernement parce que j'avais l'intime conviction que on pouvait joindre l'acte à la parole et changer les choses. Bon, j'ai pu me tromper. Lorsque je me suis rendu compte que je ne pouvais pas réaliser les ambitions ou les projets politiques pour lesquels je suis allé au gouvernement, bon, je me suis retiré. Vous savez, nous, à l'UDS, nous n'avons jamais eu peur d'exprimer nos positions et nous n'avons jamais eu peur de nous remettre en cause. Si nous suivons une voie et nous nous rendons compte que cette voie ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs, ben, il n'y a aucune honte à se retirer. On dit souvent dans notre langage que quand vous ne savez pas où vous allez, ben, ayez au moins la sagesse de savoir d'où vous venez. C'est ça. Alors maintenant, il me parle du rôle que l'UDS Togo a pu jouer dans la dislocation de la C14. Je tiens à dire à cette personne que l'UDS est resté à la C14 jusqu'au bout et que nous faisons partie... Donc vous faites partie des résidus de la C14. L'UDS Togo fait partie des 5 partis qui sont restés au sein de la C14 jusqu'au bout. Jusqu'aux élections municipales, puisqu'il y a certains qui sont partis même après les municipales. Non, mais jusqu'au bout, même après l'élection... les élections municipales. Il y en a 2 qui nous ont quittés après les élections municipales. Au moment où on faisait les tractations pour l'élection présidentielle, et nous sommes restés 5. Et parmi les 5, là, il y avait l'UDS Togo. Et aujourd'hui, que reste-t-il de la C14 ? Vous êtes combien Non, mais au final, nous sommes restés sur les 5. Il y a 2 qui sont partis soutenir la candidature la dynamique. La DMK. Et puis les 3 autres qui sont restés, électrons libres jusqu'à présent. Et l'UDS Togo fait partie des 3 qui sont restés électrons libres jusqu'à présent. Voilà. Donc, nous aurions aimé vraiment, et nous avons tout fait. Malheureusement, on n'a pas réussi. Nous avions tout fait pour que la C14 perdure et aille aux élections municipales et même présidentielles en rang serré. On va prendre encore une question. 97 42 89. 97 42 89. Alors, il nous dit le diagnostic posé est clair. Hein, donc, c'est à votre compte. Il est clair et net. Et le même discours tenu est le même pour les leaders politiques et le Togolais ordinaire. Alors, mais qu'est-ce qui retient l'opposition si réellement elle porte le peuple togolais? Ben, ça, je ne peux pas répondre à la place des autres. Moi, le diagnostic que j'ai fait, c'est le diagnostic de l'UDS Togo. Nous l'avons écrit, nous l'avons publié. Voilà, nous l'assumons. Hein. Si aujourd'hui, et je vous l'ai dit, hein, nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres partis qui ont cette vision. Voilà, mais nous ne sommes pas encore suffisamment nombreux
pour pouvoir imposer cette vision à toute l'opposition. Un leader, un tout projet, pour qu'il prospère, il faut un leader, un visionnaire pour le faire partager. Qui va porter ce projet vers les autres? Non, le problème, je disais, c'est cette prise de conscience. Et une fois que vous êtes un groupe de partis à porter, à avoir cette prise de conscience, vous pouvez être... Ce projet ne peut pas être individuel, c'est un projet collectif. Maintenant, c'est vrai que les gens sont toujours intéressés par qui sera le candidat unique à l'élection présidentielle, etc. Ce n'est pas ça le problème. L'essentiel, c'est de nous mettre d'accord pour mettre en place des procédures pour la désignation de celui qui sera le porte-drapeau ou ceux qui seront les porte-drapeaux, parce qu'il y a d'autres élections, il n'y a pas que l'élection présidentielle. Il y a d'autres élections pour lesquelles il peut y avoir plusieurs porte-drapeaux. Par exemple, les élections législatives, ou les élections municipales, des élections régionales. Donc, l'essentiel est de mettre en place des procédures acceptées par tous et des procédures auxquelles nous adhérons tous et que nous assumons. Il ne faut pas que le moment venu, parce que le choix ne se portera pas sur moi, alors que je boude en disant « Ah ben non, si c'est comme ça, moi je me retire ». Non, il faut que nous acceptions tous ces procédures et que nous acceptions les résultats de leur mise en œuvre. Vous savez, souvent les gens croient qu'il faut forcément être président de la République pour réaliser, pour aider le Togo. Mais dans un État, c'est-à-dire une nation organisée, mais, si vous êtes, il y aura de la place pour tous les responsables politiques soucieux de travailler à la reconstruction de notre pays. Donc, je disais tout à l'heure qu'il n'y a qu'un seul poste de président de la République. On ne peut pas être tous présidents de la République. Mais en dehors du président de la République, nous devons être une équipe pour donner un nouveau souffle au développement de notre pays. Donc, cette fixation que nous avons nous-mêmes inculquée à nos militants sur le leadership est dévastateur. Est dévastatrice. Nous avons fait croire à nos militants qu'il faut absolument être le candidat, il faut absolument être le porte-drapeau pour pouvoir exister. Non. Donc, ce travail de sensibilisation, nous devons faire et faire en sorte à dissiper cette fixation qui ne nous fait pas du bien, qui détruit l'opposition. Donc, on doit y travailler et en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous y travaillons. Ce discours, ce n'est pas un discours de circonstance. C'est un long travail de diagnostic que nous avons fait et qui nous permet aujourd'hui de dire ce que nous disons et surtout de l'assumer. Ouais. Voilà. Il se déroule actuellement des discussions politiques autour notamment de l'organisation des prochaines élections régionales. Ça me permet de voir comment l'opposition se comporte au cours de ces discussions, comment s'organise le bloc opposition dans le cadre de ces discussions avec notamment le ministre en charge de l'administration territoriale. Oui, à ce sujet, je sais qu'il y a beaucoup de... C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Il y en a qui pensent qu'il ne faut pas y aller à ces discussions. Aller à ces discussions, c'est se faire phagocyter par le pouvoir, etc. Bon, il n'en est rien. Que s'est-il passé? Après l'élection présidentielle, tout le monde se rend à l'évidence qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans notre système démocratique, que la démocratie est en panne. Et sans démocratie, il ne peut pas y avoir de développement. J'écoutais quelqu'un la dernière fois qui disait que quand il n'y a pas de démocratie, les investisseurs ne peuvent pas venir au Togo. Quand vous comparez par rapport à d'autres pays qui émergent, eh bien, vous verrez que les pays qui émergent, eh bien, ce sont des pays où il y a un minimum de démocratie. Mais il y a des investisseurs au Togo. Mais alors pourquoi alors ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Quand vous quittez, par exemple, le Sénégal, vous quittez Dakar pour venir à Lomé,
vous quittez Accra pour venir à Lomé, vous quittez Nairobi pour venir à Lomé, vous voyez quand même qu'il y a des différences en matière de développement. Donc, c'est qu'il y a quelque chose. Le développement, bon, je ne dis pas que rien. Contredire. Non, je ne dis pas que. C'était le Rwanda, par exemple. Oui, tiens, le Rwanda. Comme une démocratie, non, mais le Rwanda, non, ce n'est pas une démocratie, mais au Rwanda, il y a un système de gouvernement qui fait que il y a un certain nombre, même si le système démocratique n'est pas développé, il y a une autre gouvernance, une autre façon de gouverner qui fait que les populations se sentent concernées par la manière, par la gouvernance du pays. Donc, au Togo, la démocratie n'est pas la panacée. Non, je veux dire, je ne dis pas que c'est la panacée, mais il faut qu'il y ait un minimum de pratiques qui donnent le sentiment réel aux populations qu'elles sont écoutées, qu'on tient compte de leur avis et qu'on travaille pour eux. Au Togo, on a l'impression qu'il y a un clan qui est là au pouvoir et qui ne se préoccupe pas de ce que pense la grande majorité des Togolais. C'est ça le problème. Au Togo, il y a un vrai problème de gouvernance. C'est ça. Donc, ça, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir dessus une autre fois. Donc, pour revenir aux discussions dont vous parlez, nous voyons tous que quelque chose ne va pas au niveau de la démocratie au Togo, que la démocratie est en panne. Bon, alors, après l'élection présidentielle, avec tous les remous que vous connaissez, c'est le gouvernement qui a pris l'initiative de discuter avec les partis d'opposition pour l'organisation des élections régionales. Et à la première réunion, nous avons dit que les élections régionales, oui, c'est une chose, c'est prévu par la Constitution, mais qu'on ne peut pas se rencontrer et parler uniquement des élections régionales. Et que c'est un tout, qu'il y a beaucoup de choses, d'autres sujets qui empêchent le développement du pays et que nous avons demandé au gouvernement, demandé au gouvernement de prendre en compte l'ensemble des préoccupations des partis politiques. Et le gouvernement a dit oui, d'accord. Donc, les discussions en cours ne concernent pas uniquement l'organisation des élections régionales. Je vous surprendrai même en vous disant que depuis que ces discussions ont commencé, nous n'avons pas encore parlé des élections régionales. Alors, justement, de quoi parlez-vous? Non. Alors, il y a d'autres sujets. Par exemple, l'amélioration du cadre électoral. Avec la recomposition de la CENI? Mais pas seulement. Il y a, dans le cadre électoral, il y a la CENI, les démembrements de la CENI, d'autres choses, hein, les procédures de vote, la transmission, etc., etc. Il y a donc un ensemble de sujets liés à l'organisation des élections. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une amélioration sensible du cadre électoral pour que les Togolais retrouvent, aient le sentiment que le bulletin de vote a à nouveau un sens au Togo. Ce qui n'est pas le cas, ce qui ne semble pas avoir été le cas. Donc, comment améliorer le cadre électoral pour plus de transparence et d'équité dans le processus électoral? Voilà, par exemple, donc un des sujets. Donc, cela s'apparente à un nouveau dialogue politique. C'est un dialogue politique. C'est un vrai dialogue politique. Il y a d'autres... Et il n'y a pas que ça. Nous parlons, nous avons même prévu de parler des grands problèmes d'intérêt national, des grands problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes de gouvernance, de ce qu'il faut faire pour décrisper la vie politique nationale. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas habilité. Nous avons mis en place une structure qui va communiquer officiellement sur le contenu des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Donc, permettez que je ne puisse pas aller est-ce qu'il y a un deadline où il s'agit simplement de causerie, quitte au gouvernement de prendre ce qui l'intéresse? Il y a des procédures qui sont prévues. Donc,
lorsque la communication officielle se fera, vous êtes journaliste, donc vous serez certainement invité, mais je ne vous en dirai pas plus. Donc aujourd'hui, tout ce que moi, je peux vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas de discussion pour parler uniquement de l'organisation des élections régionales, mais de mettre sur la table toutes les préoccupations listées par les partis politiques. Donc il est attendu un nouvel accord politique. Il se pourrait. Il se pourrait. Donc, non, ce n'est pas impossible. Mais, encore une fois, moi, je ne vais pas présumer de ce qui sortira de cette discussion. Nous y allons. Les discussions sont parfois, ne sont pas toujours faciles, sont très difficiles, mais nous, notre préoccupation, c'est de faire en sorte que, en sortant de ces discussions, nous, en tant que parlant au nom de nos formations politiques, que nous donnons le sentiment réel au Togo, aux Togolais, que les conclusions auxquelles nous sommes parvenus constituent une avancée par rapport à ce qui existe. Personne ne nous a attachés pour y aller. Et justement, voilà. Ce qu'on peut appeler les grandes forces politiques de l'opposition ne sont pas partie prenante à ces discussions. Qu'est-ce que vous appelez les grandes forces politiques de l'opposition? Je veux vous citer par exemple la dynamique Monseigneur Pojro. La DMK n'est pas une force politique. Non, enfin 20% environ. La dernière présidentielle, je veux citer le parti de Tikpi Achadam. Je veux parler du cas qui a claqué la porte aussi à cette discussion. C'est quand même beaucoup. Oui, mais et alors? De toute façon, les discussions sont ouvertes. Tous les partis ont été invités. Bon, ceux qui ont voulu y répondre ont répondu. C'est les partis politiques qui ont été invités. À la DMK, il y a 4 partis politiques qui répondaient aux critères qui ont été fixés et ces partis ont été invités. Bon, donc... moi, vous comprenez ces partis, par exemple la DMK Non, la DMK n'est pas un parti politique. Oui, mais... La DMK est un regroupement de partis et d'organisations de la société civile qui ont soutenu un candidat. Oui, mais ils se sont exprimés sur le sujet. Ils estiment qu'il faut vider le contentieux électoral de 2020 avant toute chose. Est-ce que vous êtes du même avis? Non, moi, vous savez, lorsque nous sommes allés à la première réunion, nous avons tenu à ce que la possibilité soit laissée à tous les partis d'exprimer leurs préoccupations. Voilà. Bon, je pense que si les partis membres de la DMK étaient... Et à cette époque-là, nous avions dit, nous étions tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de sujet tabou. Bon, ben, moi, j'aurais souhaité que les partis membres de la DMK soient venus au moins à cette première réunion et, dans leurs préoccupations, mettre le contentieux électoral. Bon, je pense qu'on en aurait parlé comme on a parlé des autres sujets. Bon, maintenant, moi, je n'ai pas été à l'élection présidentielle. Mon parti n'a pas présenté de candidat. Donc, je n'avais pas d'éléments pour aller demander que cette question soit inscrite. Je ne vais pas me faire plus royaliste que le roi. On dit souvent que c'est celui qui porte la plaie qui sent la douleur. Donc, j'aurais aimé que nos camarades, nos amis qui sont à la DMK soient venus porter ces questions au débat. Bon, ça ne s'est pas fait. Mais chaque parti est souverain. Moi, je n'ai pas de jugement, j'ai pas de jugement à porter sur les décisions ou les motivations qui ont amené ces partis à ne pas s'associer aux discussions. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que dans les courriers qui ont été envoyés par nos amis de la DMK, enfin les partis de la DMK, personne n'a contesté l'opportunité, le bien fondé des discussions. Personne n'a dit non, il ne doit pas y avoir... Non,
tout le monde est d'accord pour qu'il y ait des discussions entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont... Enfin, entre les acteurs politiques. Tout le monde est d'accord là-dessus. Je n'ai pas entendu qui que ce soit dire que... voilà, qui que ce soit qui soit prononcé contre cette concertation. Oui, tout le monde est d'accord. Maintenant... Vous êtes critiqués, vous, les participationnistes, à ce... Oui, mais critiquer sur quoi? Critiquer sur quoi? Non, mais c'est ça. Critiquer sur quoi? Parce que les sujets inscrits à l'ordre du jour, l'amélioration du cadre électoral, etc., enfin, tous les sujets, mais c'est des sujets sur lesquels nous, même quand nous étions à la C14, c'est des sujets sur lesquels que nous avons nous-mêmes déjà inscrits dans le dialogue qu'on appelle le dialogue du février avec le pouvoir, sous l'égide des présidents ghanéens et guinéens. Donc, ça faisait partie déjà des sujets. Oui, mais une discussion politique, c'est une question de rapport de force. Maintenant que l'opposition est en très faible position, est-ce qu'il n'était pas plus important pour vous de vous organiser afin de peser sur ces discussions avant d'y aller? C'est ce que les autres semblent dire, effectivement. Oui, mais... aller de cette façon, est-ce que ce n'est pas... Non, mais... Est-ce que vous pouvez peser sur les débats dans votre forme actuelle? Non, je comprends ce que vous dites, mais le problème, c'est que qui décidera de cette harmonisation? Voilà. Donc, il y a un certain nombre de sujets. Nous sommes tous concernés par l'amélioration du cadre électoral. Nous sommes tous concernés par les problèmes de gouvernance. Bon, maintenant, est-ce que... Moi, l'essentiel est de savoir si les sujets sur lesquels nous discutons s'inscrivent dans les préoccupations des partis ou pas. Mais la question, c'est ce que vous n'avez pas pu obtenir sous la pression de la rue, quand il y avait des milliers de gens dans la rue, sous la médiation des chefs d'État de la sous-région. Comment comptez-vous l'obtenir aujourd'hui en rang dispersé avec un ministre en charge de l'Intérieur? Non, vous savez, je suis tout à fait d'accord sur cette vision des choses. C'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois que nous avons été ensemble, nous avons été plus forts. Bon, maintenant, notre dislocation ne date pas des discussions. Notre dislocation s'est faite avant. Il y a eu plusieurs processus qui nous ont conduits à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Est-ce pour autant que nous allons dire, parce que nous ne sommes pas unis, donc nous ne devons pas discuter avec l'adversaire? La question est là. On va prendre quelques questions très rapidement. On va répondre aux téléspectateurs et conclure cette émission. Il y a un qui nous dit 91 84 15 91 84 15. Il dit: pour moi, la division de l'opposition du Togo vient de l'ethnicisme. Chaque parti est implanté dans la préfecture d'origine de son leader et on concentre la lutte contre les personnes et non contre leurs opinions. Vrai ou faux? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je peux vous donner le cas de l'UDS. Moi, je suis natif de la préfecture des Lacs. Je suis d'Amfouin. Et dans le cadre de la C14, nous avons été tête de liste dans, bien sûr, c'est vrai, dans les Lacs. Mais nous avons été tête de liste dans la préfecture d'Assoli. Nous avons été tête de liste dans la préfecture de Hao. Nous avons failli être tête de liste dans la préfecture de Kpenjal. Donc, ce que dit votre téléspectateur n'est pas vrai. Okay. Et j'ai cité le cas de l'UDS, mais je peux citer aussi le cas d'autres partis. L'ADI, par exemple, a été tête de liste à Daï. Bon, et a même gagné. Pas moins vrai que là où ADI avait eu plus de sièges, c'est dans le tone de son leader. Non, pas forcément. Mais Gogué, à Boïbor, dans le Yoton, on sait que c'est son fief. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Non, si vous ramenez, par exemple, il y a... je n'ai pas de... Mais l'ethnie est une donnée importante, un paramètre important dans le vote de façon générale en Afrique. Oui, mais bon, ça c'est un fait. Mais c'est un fait. Le problème, c'est que si nous avions travaillé à instaurer plus de démocratie, nous aurions fait disparaître ces velléités ethnicistes
dans l'expression politique, dans l'expression des votes. Mais je pense que c'est de moins en moins vrai. C'est une question d'argent, la réalité. Que nous voyons ici est que quand l'opposition n'a pas les moyens, elle ne pourra pas parvenir au pouvoir, hein, puisque la majorité des Togolais n'a pas encore cet esprit qu'on peut voter un parti pour une nouvelle vision. Alors donc que cette opposition n'a pas les moyens qu'il faut. C'est une question d'argent aussi. Non, mais c'est évident. L'opposition n'a pas les moyens du parti au pouvoir. Ça, c'est évident. Or, une élection, bien sûr, ça se gagne par des voix, mais ça se gagne aussi parce qu'on a les moyens financiers pour faire campagne. Et l'opposition, c'est vrai, n'a pas les moyens qu'il faut pour mener de vraies campagnes. Maintenant, nous pouvons atténuer cette faiblesse en nous mettant ensemble. En nous mettant ensemble, nous aurons plus de soutien populaire. En nous mettant ensemble, nous serions plus crédibles. Et des gens nous feraient plus confiance et pourraient nous aider. Ouais. Aujourd'hui, quand nous sommes éparpillés, les gens n'ont pas confiance et donc ne peuvent pas nous aider. Alors, 90 09 33, on va terminer avec ces téléspectateurs. 90 09 33. Je salue également votre invité. Je me réjouis que M. Antoine Folly soit devenu subitement sage, car il fait partie de ces radicaux qui, par leur attitude, ont contribué à perpétuer le régime actuel. Espérons que cette prise de conscience de sa part soit bon signe pour l'avenir de son parti en politique. Il faut savoir mettre un peu d'eau dans son vin, ce qu'ils ont refusé par le passé. C'est Pascal qui nous écrit de garage. Oh, mais bon, vous savez, je disais tout à l'heure que... Antoine le Sage, on va dire. Antoine le Fou devenu Antoine le Sage. Non, vous savez, comme on dit chez nous, quand la musique change, il faut changer de danse. Bon, mais si les circonstances exigent que nous soyons plus radicaux, nous le serons. Voilà. Quelles sont vos ambitions personnelles non, vous savez, vous serez candidat pour 2025? Non, nous en sommes encore loin. Et puis, je vous l'ai dit... du tout. Non, mais attendez, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'ambition de l'UDS et aussi de moi-même, ce n'est pas... c'est pas des ambitions partisanes ou faire la promotion d'un individu. Ce qui compte pour nous aujourd'hui et ce pourquoi nous travaillons, c'est faire en sorte que l'opposition dans son ensemble, au moins la grande partie de l'opposition, prenne conscience de la nécessité que nous nous mettions ensemble pour faire gagner notre camp. Merci. C'est ça, nous, notre ambition aujourd'hui. Faire gagner l'opposition pour le bien des Togolais. Merci. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci beaucoup d'être passé, Monsieur Folly. C'est moi qui vous remercie. Ouais. Et puis, merci aux téléspectateurs d'avoir été patients. Pour écouter Antoine le Sage. Voilà. Nous remercions aussi Gildas Yamajako qui a assuré la réalisation. Sylvain Andiglu nous a assisté à la technique au plateau. Bientôt, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.